Les coulisses du biz, c'est le regard des communicants sur l'actualité économique du jour. Et avec nous ce soir, Jérôme Dupuis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur conseil chez Tilder et Frédéric Fougera, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la communication du groupe Foncia. Et on commence tout de suite, messieurs, avec la création de 1800 postes chez Amazon en France. En parallèle, on a appris hier, avec la confirmation aujourd'hui, de la suppression de 1900 postes chez Conforama. Une coïncidence qui montre la profonde transformation du secteur du commerce. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher. Hélène Cornet, qui suit le dossier chez nous à BFM Business, était à Bercy cet après-midi. On l'écoute. Ici à Bercy, on assure que le gouvernement restera vigilant. Il va tenter de réduire le plan social qui concerne 1900 postes à Conforama, du moins s'assurer qu'un maximum de personnes retrouveront un emploi. Bercy l'admet, Conforama paie un peu les pots cassés de la situation financière de sa maison mère, le sud-africain Steinhoff, qui a révélé il y a peu de temps des erreurs comptables. Les créanciers ont pris le pouvoir. Une situation particulière qui ne doit pas cacher le fait que Conforama a sûrement loupé le virage du numérique. Nous connaissons actuellement, vous le savez, une transformation du commerce traditionnel. Hasard des choses, alors que Conforama annonce la suppression de 1900 postes, Amazon, lui, dit en créer 1800. Alors l'opération, effectivement, n'est pas à somme nulle. Ce ne sont pas réellement les mêmes métiers, ce ne sont pas aux mêmes endroits. La secrétaire d'État à l'industrie appelle néanmoins tous les commerces à basculer rapidement dans l'ère du numérique d'ici les 5 ans qui viennent pour ne pas être confrontés aujourd'hui à la même situation que Conforama. Jérôme Dupuis, est-ce que cette situation, elle est symptomatique de la crise du secteur aujourd'hui ? En tout cas, ce que je crois très logique, c'est de connecter les deux informations, parce que en réalité, la concomitance entre ce qui se passe chez Conforama et ce qui se passe chez Amazon, c'est la preuve de la destruction créatrice qu'on connaît dans notre économie, c'est-à-dire le processus par lequel un nouveau modèle économique finit par évincer un plus ancien. Alors c'est vrai que Conforama vivait des difficultés financières particulièrement importantes. Il y a en plus une baisse du chiffre d'affaires sur l'ensemble du secteur de l'ameublement, une baisse de 3% en 2018. Donc ça explique pour partie les difficultés. Mais l'autre raison, effectivement, c'est que Conforama n'a pas su se moderniser, n'a pas su aussi prendre le virage du digital. Et quand on voit qu'aujourd'hui, seulement 8% du chiffre d'affaires de Conforama est constitué par de l'e-commerce, on voit bien qu'il n'y a pas seulement une corrélation entre les deux informations, il y a un lien de causalité entre l'expansion d'Amazon d'une part et le déclin de Conforama d'autre part. Donc ça, je pense que les deux choses sont extrêmement liées. Frédéric Fougera, est-ce que c'est symptomatique de la crise du commerce traditionnel ? Mais je ne suis pas si certain que ça. Je pense que ce qui vient d'être dit est effectivement juste. Il y a un virage digital qui n'a pas été pris ou qui n'a pas été pris à temps. Mais il y a effectivement, donc, comme ça a été dit, des difficultés financières aussi qui viennent s'additionner à ça. Mais je ne pense pas que ce soit l'ancien monde qui est en train de dévorer le nouveau monde. C'est pas un commerce qui meurt et un nouveau commerce qui l'absorbe. Il y a d'autres secteurs qui ne sont pas très digitalisés et qui fonctionnent très bien. C'est le cas des produits très frais, c'est le cas du bazar et du bricolage. Donc c'est aussi un petit peu le monde agile versus le monde fragile. Et Conforama était vraiment dans une situation un peu de fragilité, donc doit un peu revoir son modèle. Mais c'est l'ensemble de la grande distribution qui se cherche, qui cherche des nouveaux modèles, qui cherche des nouvelles formules. On en parle très souvent ici. Donc on est aussi dans cette situation. C'est pas uniquement le nouveau monde face à l'ancien monde. Ça veut dire que ces gros colosses, ils sont compliqués à révolutionner, à changer, à emprunter ce virage du digital ? Jérôme Dupuis ? Je pense que ce qui vient d'être dit est très juste. C'est-à-dire qu'il y a la question du virage digital, mais il y a aussi le fait que dans le secteur de l'ameublement, Conforama a dû faire face à une concurrence qui est extrêmement féroce, notamment d'un acteur scandinave qui a un pouvoir de marque extrêmement fort qui s'appelle Ikea. Aussi de nouveaux entrants sur le marché de l'ameublement, mais là sur des niveaux un peu plus premium. Je pense par exemple à Made.com ou dans le volet matelas de l'activité de Conforama, un acteur qui s'appelle Teddy Bear. Et en fait, on voit bien qu'il y a effectivement le virage digital et nouveau monde, ancien monde, mais il y a aussi une concurrence très féroce
Donc Conforama en fait a pas su se remettre. Et puis il y a aussi la question, je dirais, de l'image de marque et du pouvoir de marque. Parce que certes, il y a eu le sponsoring Ligue 1 Conforama, mais on voit bien que c'est une marque un petit peu vieillissante, très connotée années 60, et qui finalement n'a pas su... Enfin, on voit bien qu'elle n'est pas capable de convertir ou de convaincre les nouvelles générations. Ça, c'est absolument sûr. Frédéric Fougera, il lui fallu rénover un peu l'image de Conforama ? Je pense qu'il y a un grand travail qui a été fait par Antoine Levent, en l'occurrence, à ce niveau, mais ce travail n'a peut-être été fait qu'en surface et donc sur l'image et sur la marque, et peut-être pas en profondeur, notamment dans les magasins, dans les devantures, dans l'organisation des magasins, dans le parcours client qui était proposé. C'est notamment une des choses que les représentants syndicaux mettent en avant pour expliquer un petit peu le déclin de la marque. Et si on cite Ikea, oui, Ikea c'est un géant, c'est quelqu'un qui se porte très très bien, mais Ikea c'est quand même quelqu'un aussi qui se cherche et qui cherche sa formule. On l'a vu avec l'ouverture d'un magasin en centre-ville, c'est aussi une nouveauté et c'est aussi une façon, à côté du digital, de chercher une autre façon d'aller chercher des clients. Donc voilà, même quand on est très gros et qu'on se porte très très bien, on n'attend pas que ça se passe mal, et Ikea en est un exemple. Autre sujet dans les coulisses du biz, c'est le mea culpa du patron de Samsung qui reconnaît avoir annoncé la sortie du Galaxy Fold, le smartphone pliable, avant qu'il ne soit prêt. Samsung voulait à tout prix être le premier fabricant sur ce nouveau segment, mais tout a été stoppé quelques jours avant la sortie quand des journalistes spécialisés qui testaient le téléphone en question ont dénoncé de gros défauts. La sortie du téléphone initialement prévue pour fin avril a été reportée sine die. Jérôme Dupuis, d'abord un grand patron qui fait un mea culpa comme ça, c'est assez rare pour être souligné. C'est assez rare pour être souligné, je pense d'autant plus chez un grand géant asiatique. C'est une communication qui est d'habitude plutôt opaque, assez verrouillée, et là on a eu droit dans cette interview au journal britannique The Independent à un moment, je dirais, d'humilité, de transparence, de sincérité, et je pense que finalement c'est une excellente stratégie de communication, parce que finalement en reconnaissant une précipitation et des dysfonctionnements, le patron de Samsung, qu'est-ce qu'il fait ? Il reconnaît tout haut ce que tout le monde pense tout bas, et quand vous faites ça, vous posez un constat lucide, et quand vous posez un constat lucide, vous créez de l'adhésion autour de ce constat. L'autre élément pour lequel je pense que c'est une excellente stratégie de communication, c'est qu'en réalité, le patron de Samsung, il n'annonce pas de nouvelles dates de sortie pour le Galaxy Fold. Donc en fait, c'est pas uniquement le maître des smartphones, c'est aussi le maître des horloges. Il dit « je ne suis soumis à aucun tempo si ce n'est mon propre rythme. Je ne suis pas tributaire de mes grands concurrents, c'est-à-dire Huawei et ensuite Apple. » Et d'autre part, il crée de la confiance chez les consommateurs et chez les investisseurs. Et c'est une manière aussi de gérer le risque boursier. Pourquoi ? Parce que quand vous faites ça, quand vous reportez sine die la sortie, vous évitez l'effet déceptif d'une situation dans laquelle vous auriez une fois de plus à retarder la commercialisation, ce qui s'est déjà produit. Donc je pense qu'en fait, c'est une très bonne opération, et d'un point de vue de la communication et d'un point de vue business pour Samsung. Frédéric Fougera, belle opération là pour le patron de Samsung qui a en plus, comme le dit Jérôme Dupuis, récupéré l'horloge. Alors je suis pas certain qu'il ait récupéré l'horloge, parce que quand on récupère l'horloge, c'est qu'on maîtrise le temps. Et là, est-ce qu'il maîtrise le temps ? J'en suis pas certain, puisque finalement, il sait pas tellement ce qui se passe dans son entreprise. En tout cas, il est allé très en avant dans les annonces. Il a privilégié l'effet d'annonce à l'annonce des faits. C'est plutôt ce que je déconseille toujours en communication. Et il est quand même aujourd'hui moi je trouve qu'il est plutôt dans l'incapacité. Enfin, c'est pas je trouve, c'est lui-même qui dit qu'il est dans l'incapacité de donner de la vision. Et je suis pas non plus certain que pour les analystes et le marché, ce soit extraordinaire, parce que l'incertitude, c'est quand même plutôt ce que détestent les marchés. Donc ne pas être capable, je pense qu'il désamorce bien la situation. Ce qui est intéressant, ce qui serait de savoir, c'est est-ce que c'était une erreur ou pas une erreur d'avoir fait cette annonce. Je plaide plutôt pour pas l'erreur, parce que c'était quand même avant un grand salon à San Francisco, donc c'est pas juste une gaffe faite comme ça dans un échange avec des journalistes. Maintenant, à qui il s'adressait quand il l'a fait et à qui il s'adresse aujourd'hui quand il fait son mea culpa, là j'ai du mal à bien moi comprendre sa stratégie de communication
communication et les effets que ça pourrait avoir. Est-ce qu'il s'adresse aux consommateurs pour les faire rêver? Est-ce qu'il s'adresse aux analystes et au marché pour un peu consolider et rassurer? Est-ce qu'il s'adresse à la concurrence pour la mettre sous tension? C'est des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse, mais du coup qui sera importante à comprendre pour pouvoir vraiment analyser cette stratégie de communication. C'est le résultat qui dira s'il avait bon ou faux. Je suis partagé sur ses choix et sur sa façon de faire. Ce qui est très fort, en revanche, c'est le fait d'incarner. Ça fait vraiment partie de ce qui me semble essentiel dans ce genre de situation, c'est de ne pas laisser de flou sur les responsabilités, et il prend sur lui l'entière responsabilité. Donc quelque part, il augmente son autorité, et en augmentant son autorité, là, assurément, il donne de la confiance. Il y a bien un patron dans le navire, c'est lui. Il a le droit de faire des erreurs et il les reconnaît, donc le navire est dirigé. Jérôme Dupuy, vous acquiescez? Est-ce qu'il y a un risque pour la marque Samsung? Je ne pense pas qu'il y ait un risque. Je pense que le patron de Samsung s'adressait d'abord aux investisseurs et à son environnement business, et peut-être un peu moins aux consommateurs. Je pense qu'il n'y a pas tellement de risques pour les consommateurs. D'abord parce qu'en réalité, le prix du Galaxy Fold va être tellement élevé, c'est aux alentours de $2000. Ouais. L'entrée du produit sur le marché va être quand même assez progressive, et c'est pas demain la veille que ça va devenir le nouveau standard et remplacer nos smartphones. Et le deuxième élément, c'est qu'en fait, Samsung a quand même une image de marque tellement puissante que ces dysfonctionnements seront assez vite oubliés, et le jour où le signal prix sera beaucoup plus attractif, les consommateurs vont se ruer dessus, et ça va devenir le nouveau must-have pour n'importe qui d'avoir ce smartphone pliable. Merci beaucoup à tous les deux. Jérôme Dupuy, directeur conseil chez Tilder, et Frédéric Fougerat, directeur de la communication du groupe Foncia.